Pendant plus de 40 années longues et intenses années, Rita Marley a représenté cette force tranquille, cette présence inébranlable et discrète qui se positionnait toujours juste derrière la légende vivante et charismatique de Bob Marley, soutenant chaque étape de son ascension fulgurante vers la gloire mondiale sans jamais chercher à s'approprier la lumière qui était braquée sur lui de manière exclusive. Alors que le monde entier se laissait emporter par les rythmes envoûtants et les messages profonds de chansons immortelles telles que One Love, où l'on appelle à l'unité universelle, ou No Woman No Cry, cette ballade réconfortante qui parle de résilience face à la souffrance, le public chantait ses hymnes à la paix, à l'amour et à la rédemption sans se douter une seconde de la réalité bien plus sombre, bien plus nuancée et bien plus déchirante que vivait Rita Marley au quotidien dans l'intimité de leur vie commune. Cette réalité était un tissu complexe et contrasté, composé de trahisons répétées qui lacéraient le cœur comme des lames affûtées, de dévotion absolue et inconditionnelle qui transcendait toutes les blessures infligées, de balles réelles qui sifflaient dans l'air chargé de violence politique, et d'une foi rastafarienne inébranlable qui agissait comme un bouclier spirituel protégeant contre les assauts les plus violents de la vie. Aujourd'hui, à un âge avancé où la plupart des gens choisiraient le repos bien mérité et le silence apaisant après une existence aussi tumultueuse, Rita Marley a pris la décision courageuse et définitive de ne plus se taire, de briser enfin le mur de discrétion et de retenue qu'elle avait patiemment érigé autour de sa vie personnelle pour protéger non seulement son mari bien-aimé, mais aussi l'image idéalisée et presque mythique que le monde entier avait construite autour de la figure de Bob Marley. Comment une femme ordinaire peut-elle survivre à une tentative d'assassinat aussi brutale et terrifiante, avec une balle logée dangereusement dans le crâne, menaçant à chaque instant de mettre fin à son existence, et pourtant trouver au plus profond d'elle-même la force surhumaine de monter sur scène seulement quelques jours plus tard, le sourire forcé mais déterminé aux lèvres, pour chanter en harmonie aux côtés de l'homme qu'elle aime devant des milliers de spectateurs en liesse et en admiration. Que signifie exactement, dans les détails les plus prosaïques et les plus poignants, préparer le petit déjeuner chaque matin sans exception pour son mari légitime et officiel, et en même temps pour sa maîtresse attitrée et reconnue, les servant toutes les deux sous le même toit familial, dans la même cuisine imprégnée d'odeurs de café et de fruits tropicaux, avec une dignité calme et une composure qui défie toute compréhension humaine ordinaire et toute logique émotionnelle. Et surtout, comment une seule femme peut-elle porter sur ses épaules fragiles mais résolues le poids écrasant et incessant d'un héritage monumental, un legs culturel et musical qui, bien qu'il ne lui ait jamais véritablement appartenu en exclusivité ou de manière possessive, a toujours reposé principalement sur elle, sur sa capacité inépuisable à tout encaisser, à tout gérer, à tout préserver sans jamais craquer publiquement ou s'effondrer intérieurement. Dans cette vidéo détaillée et approfondie produite exclusivement par la chaîne Chronique Le Baz, nous allons plonger au plus profond des abysses de ce que Rita Marley a enfin choisi de révéler au grand jour après des décennies de silence imposé, des confidences intimes et bouleversantes qu'elle a gardées enfouies au plus secret de son âme pour ne pas ternir la légende, et nous allons explorer minutieusement, couche par couche, pourquoi son histoire personnelle, souvent reléguée à l'arrière-plan, comme une note de bas de page dans la grande narration de Bob Marley, change radicalement et irrémédiablement tout ce que nous pensions savoir jusqu'à présent sur la dynastie des Marley, sur Bob lui-même en tant qu'homme imparfait, et sur les sacrifices invisibles, muets et pourtant essentiels qui ont permis à la légende de s'élever si haut dans le panthéon de la musique mondiale. Nous allons parler longuement et avec respect de la femme qui se cachait derrière la légende, cette ombre fidèle et constante qui était en réalité le pilier central, la fondation invisible mais indispensable de tout l'édifice Marley, sans laquelle rien n'aurait tenu debout. Alors que Bob se trouvait physiquement dans le Delaware aux États-Unis avec sa mère bien-aimée, tentant par tous les moyens possibles et imaginables de subvenir à leurs besoins quotidiens dans un environnement étranger, hostile et souvent discriminatoire, Rita restait fermement ancrée en Jamaïque, sur la terre rouge et fertile de ses ancêtres, imprégnée de son histoire et de sa culture, et c'est précisément lors de la visite historique, mémorable et presque biblique de l'empereur Haïlé Sélassié, considéré par les rastafariens du monde entier comme la réincarnation vivante de Dieu sur terre, que tout bascula radicalement et irréversiblement pour elle. Lorsque le cortège impérial majestueux et solennel passa lentement devant elle dans les rues animées, bondées et électriques de Kingston, Rita jura sur tout ce qu'elle avait de plus sacré avoir vu distinctement et sans l'ombre d'un doute des marques de clous saignantes dans les mains de l'empereur, un signe divin, une apparition miraculeuse qui scella pour elle une dévotion profonde, absolue et à vie envers le rastafarisme. Cette philosophie spirituelle riche et complexe qui prône ardemment le retour à l'Afrique mère, la résistance farouche à l'oppression babylonienne moderne et une connexion intime, personnelle et quotidienne avec Jah, le Dieu vivant et éternel. Ce moment mystique et transcendantal fut pour Rita une révélation absolue, une épiphanie qui illumina son chemin, et une fois qu'elle eut transmis cette conviction ardente, passionnée et contagieuse à Bob avec toute la ferveur dont elle était capable, cela bouleversa complètement et de manière irréversible sa vision du monde, son art créatif, sa musique inspirée et sa manière de composer, infusant ses chansons futures d'une spiritualité nouvelle, puissante et résonante qui allait toucher et transformer des millions d'âmes à travers les générations successives. Ensemble, main dans la main et cœur contre cœur, ils formèrent un partenariat unique en son genre, un duo complémentaire et synergique où chaque élément renforçait l'autre de manière organique et naturelle. Sur le plan professionnel et artistique, Rita soutenait Bob de manière active,
créative et indispensable en tant que membre clé et irremplaçable d'E-Tree, ce trio de chanteuses puissantes, harmonieuses et dotées d'une âme profonde qui apportait une richesse vocale incomparable, une texture émotionnelle et une dimension spirituelle au son inimitable et légendaire des Weller. Leurs voix entrelacées comme des racines solides et anciennes s'enfonçant dans la terre fertile et nourricière. Sur le plan personnel et intime, elle était son ancrage indéfectible et constant à travers les périodes de pauvreté extrême et déshumanisante où il comptait chaque centime avec angoisse, la violence politique endémique qui ensanglantait les rues de Jamaïque et transformait le pays en un champ de bataille permanent, et les tournées incessantes, épuisantes et interminables qui les éloignaient de leur foyer pendant des mois entiers, testant les limites absolues de leur endurance physique et émotionnelle. Leur lien n'était pas conventionnel en aucun cas, loin des modèles traditionnels et rigides de mariage monogame, paisible et prévisible, mais il était indéniable, profond et forgé dans le feu pur des adversités partagées, scellé par une compréhension mutuelle qui allait bien au-delà des mots prononcés ou des gestes visibles. Ils fondèrent une famille composée initialement de 3 enfants biologiques, Cedella, Ziggy et Stephen, tous porteurs de leur héritage génétique et spirituel, ainsi que d'enfants adoptés avec amour et d'enfants issus de relations précédentes ou extérieures, créant un foyer loin d'être traditionnel ou conformiste, empli de musique qui résonnait jour et nuit comme une prière continue, de mouvements constants avec des allées et venues incessantes de musiciens, d'amis et de familles élargies, et d'un sens profond, presque sacré, qui imprégnait chaque instant de leur vie quotidienne chaotique mais riche. Dans les années 70 mouvementées et explosives, les tensions politiques en Jamaïque atteignirent leur paroxysme absolu et destructeur, transformant le pays tout entier en un chaudron bouillonnant de rivalités féroces, haineuses et souvent mortelles entre factions opposées, les rues. Bien avant que le monde entier ne découvre, n'adore et ne sacralise Bob Marley comme une icône planétaire incontestée et intouchable, avec ses dreadlocks emblématiques qui flottaient au vent comme un symbole de liberté et de résistance, ses hymnes vibrants et poignants à la paix mondiale, à la lutte contre l'oppression systémique et à l'amour rédempteur qui unit les peuples, il n'était qu'un jeune homme ordinaire, modeste et déterminé, issu des quartiers pauvres et surpeuplés de Trenchtown en Jamaïque, armé simplement d'une guitare usée par les ans et d'un message brûlant qu'il portait en lui comme une flamme inextinguible, prête à embraser le monde. Et à ses côtés dès les premiers jours, souvent relégué dans l'ombre par la force implacable des projecteurs qui étaient braqués exclusivement sur lui, mais toujours au cœur absolu et battant de son histoire personnelle, de ses triomphes éclatants et de ses tourments intimes, se trouvait Rita Marley, cette présence constante, indispensable et pourtant sous-estimée. Elle était sa partenaire non seulement dans la musique qui les unissait comme une corde vibrante et harmonieuse, mais aussi dans la foi rastafarienne qui devint rapidement le socle inébranlable de leur existence commune, dans les épreuves quotidiennes qui les forgeaient ensemble comme le feu forge l'acier le plus résistant, et dans la vie elle-même avec toutes ses joies fugaces et éphémères, ses douleurs persistantes et lancinantes. Leurs chemins se sont croisés pour la toute première fois dans la chaleur étouffante, moite et presque palpable, et dans le rythme incessant et hypnotique de Studio One, ce studio d'enregistrement légendaire et mythique de Kingston qui était le berceau incontesté de tant de talents jamaïcains émergents, un lieu sacré où les rêves prenaient forme concrète au milieu des amplis bourdonnants, des fumées épaisses de cigarettes et des voix puissantes qui s'élevaient comme des prières adressées directement à Jah. Rita, à cette époque précise et formative, était déjà une chanteuse accomplie et reconnue dans les cercles locaux, membre active et essentielle du groupe féminin The Soulette, un trio harmonieux et énergique encadré par des producteurs visionnaires et influents, et c'est précisément là, dans ce creuset créatif bouillonnant, qu'elle rencontra un Bob Marley encore jeune, calme, presque timide dans ses approches personnelles, mais déterminé comme un roc inébranlable dans sa quête musicale et spirituelle. Il n'était pas du genre à déclarer ses sentiments les plus intimes de manière directe, flamboyante ou théâtrale, préférant de loin envoyer des amis proches comme messagers discrets pour exprimer son intérêt naissant et croissant, une timidité touchante qui contrastait fortement avec l'assurance charismatique et magnétique qu'il affichait sur scène devant un public conquis. Mais leur connexion fut immédiate, profonde et presque mystique, comme si leurs âmes s'étaient reconnues dès le premier regard échangé au milieu des fumées de cigarettes épaisses, des accords de guitare résonnants et des rires complices des musiciens. Rita, qui était déjà mère d'une petite fille adorée nommée Sharon, issue d'une relation précédente et antérieure, vit en Bob quelque chose d'authentique et de rare, une pureté d'intention, une passion dévorante pour la musique qui transcendait largement les apparences modestes et les origines humbles. En retour, Bob accueillit Sharon comme sa propre fille dès les tout premiers instants de leur union naissante, un geste d'ouverture généreuse, d'amour inconditionnel et de responsabilité qui posa les bases solides et durables d'une famille qui allait devenir essentielle, centrale et indivisible à leur vie commune, un mélange complexe, riche et parfois chaotique de liens biologiques purs et de liens adoptifs choisis qui défiaient toutes les normes conventionnelles de la famille nucléaire. Traditionnelle. Le 10 février de l'année 1966, ils se sont mariés dans une cérémonie simple, intime mais chargée de promesses éternelles et de significations profondes. Rita avait alors seulement 19 ans, pleine de jeunesse et d'espoir. Bob venait tout juste d'en avoir 21, des âges où la vie semble infinie, inépuisable et où les rêves paraissent indestructibles face à n'importe quelle adversité. Cette même année fut marquée par un événement transformateur, presque divin dans son intensité, qui allait affecter non seulement leurs relations intimes et personnelles, mais aussi leur chemin spirituel commun et partagé,
les propulsant ensemble vers une dimension plus profonde, plus élevée et plus spirituelle de leur existence entière. Kingston devenant de véritables zones de guerre urbaine où les balles remplaçaient les dialogues, où la peur régnait en maître et où la mort rôdait à chaque coin de rue. Bob Marley, devenu entre-temps un héros culturel adulé par les masses, une voix puissante et authentique pour les opprimés et les oubliés, un symbole vivant d'espoir et d'unité potentielle dans un pays divisé, était à la fois une cible privilégiée et évidente pour les extrémistes des deux camps et un emblème d'unité nationale qui pouvait apaiser les tensions. Le moment précis qui faillit tout briser irrémédiablement, qui aurait pu mettre fin à la légende naissante avant qu'elle n'atteigne son apogée mondial, survint le 3 décembre 1976, seulement quelques jours avant le concert Smile Jamaica, un événement gratuit, populaire et hautement symbolique, organisé dans l'espoir sincère d'apaiser les tensions nationales explosives et de ramener un semblant de paix fragile dans un pays déchiré par la violence partisane. Ce soir-là fatidique, des hommes armés jusqu'aux dents, déterminés et sans pitié, prirent d'assaut la maison des Marley sur Oprod, un sanctuaire familial qui devint soudainement et brutalement un champ de bataille ensanglanté. Rita fut blessée grièvement d'une balle à la tête, une blessure qui aurait pu être fatale en quelques minutes. Bob reçut 2 balles dans le corps qui le firent souffrir atrocement, et leur manager fidèle fut grièvement touché, laissant derrière lui une scène de chaos absolu avec du sang partout sur les murs et les sols, la peur qui paralysait l'air et les cris qui résonnaient dans la nuit. Incroyablement, contre toute attente médicale et défiant les lois de la survie humaine, Bob et Rita survécurent à cette nuit d'horreur pure, et à peine 48 heures plus tard, avec la tête encore bandée soigneusement et du sang séché accroché de manière macabre à ses dreadlocks emblématiques, Rita se tenait fièrement sur scène aux côtés de Bob à Kingston, sa présence physique étant un acte de défi pur, courageux et inspirant. Sa survie une protestation muette mais puissante et éloquente. Contre la violence qui cherchait à les faire taire à jamais. Bob, le bras levé triomphalement malgré ses blessures qui le faisaient souffrir à chaque mouvement, à chaque respiration, livra l'une des performances les plus emblématiques, les plus chargées d'émotions et les plus mémorables de l'histoire entière du reggae, prouvant au monde entier et de manière irréfutable que la musique pouvait tenir bon. Résister et triompher là où la politique échouait lamentablement et où les balles ne parvenaient qu'à renforcer la détermination inébranlable des esprits. Libre. Par la suite, pour assurer sa sécurité personnelle et celle de sa famille élargie, Bob s'exila volontairement à Londres, une ville froide, grise et impersonnelle qui contrastait violemment avec la chaleur vibrante et ensoleillée de la Jamaïque, où il termina avec acharnement l'album Exodus, cet opus magistral, introspectif et révolutionnaire que le magazine Time qualifiera plus tard comme le meilleur album du XXe siècle dans son ensemble, un témoignage vivant de résilience humaine, de génie créatif pur et de transformation de la douleur en art immortel, né directement des cendres encore fumantes de la tentative d'assassinat. Rita le rejoignit sans hésiter non seulement en tant qu'épouse dévouée et loyale, mais aussi en tant que partenaire créatif indispensable et irremplaçable, apportant sa voix harmonieuse, riche et émouvante, et son soutien émotionnel constant et inaltérable alors qu'il versait toute son âme tourmentée, blessée mais toujours ardente dans la musique, transformant la souffrance personnelle en message universel d'espoir et de rédemption. Leur mariage, au fil des ans tumultueux et des épreuves accumulées, évolua progressivement vers quelque chose de plus spirituel que purement romantique ou charnel, une connexion profonde qui transcendait les passions physiques éphémères pour s'ancrer solidement dans une union d'âme guidée par les principes rastafariens et par une foi commune en Jah. Tandis que la renommée de Bob grandissait de manière exponentielle et incontrôlable, attirant les foules du monde entier par millions, ouvrant des portes inattendues vers la célébrité globale et influençant des générations entières, de même que ses relations intimes avec d'autres femmes se multipliaient sans retenue, Rita choisit consciemment et avec une grâce remarquable la dignité, la compréhension et la transcendance plutôt que l'amertume corrosive qui aurait pu la consumer de l'intérieur. Elle écrivit un jour dans ses mémoires introspectifs et honnêtes qu'elle devait s'entraîner délibérément et quotidiennement à voir Bob comme un bon frère aimant, fraternel et protecteur plutôt que comme un véritable mari possessif et exclusif, une restructuration mentale nécessaire et douloureuse pour préserver sa paix intérieure et son équilibre spirituel. Et pourtant, malgré tout, le respect mutuel resta intact comme une constante inébranlable dans le chaos ambiant, une fondation solide. Il n'a jamais permis à aucune de ces femmes de me manquer de respect de quelque manière que ce soit, se souvient-elle avec une pointe de fierté légitime et de gratitude, soulignant qu'il y avait une entente tacite, non écrite mais claire, non pas de possession jalouse ou étouffante mais de présence continue, loyale et respectueuse. Rita ne partirait jamais, quoi qu'il arrive, et Bob, émotionnellement et spirituellement, ne s'éloignerait pas complètement non plus, même au milieu de ses aventures multiples et parallèles. Lorsque Bob fut diagnostiqué d'un mélanome acral lentigineux en 1977, une forme rare, agressive et particulièrement vicieuse de cancer qui commença sous un ongle de pied apparemment anodin, Rita resta à ses côtés sans faillir une seule seconde, sans une once d'hésitation. Elle l'accompagna loyalement en Allemagne pour des traitements alternatifs controversés et souvent critiqués, à Miami pour des soins médicaux conventionnels et plus orthodoxes, naviguant entre hôpitaux impersonnels et froids, presse omniprésente et intrusive qui traquait chaque mouvement, chaque espoir fragile et chaque désespoir croissant. Elle préparait le petit déjeuner non seulement pour Bob, son amour de toujours, mais parfois aussi pour Bob et Cindy Breakspeare, l'une de ses partenaires les plus connues,
public et durable à cette époque difficile, servant les repas avec une composure extérieure qui masquait habilement la douleur lancinante et dévorante au fond d'elle-même. Il y avait de la douleur bien sûr, une souffrance émotionnelle profonde qui rongeait comme un acide corrosif, mais Rita endura tout avec stoïcisme, revenant toujours à sa conviction profonde et ancrée que sa place divine était auprès de lui en tant que soignante attentive et dévouée, confidente fidèle et absolue, et compagne spirituelle inébranlable et éternelle. Leurs derniers jours ensemble furent calmes, sacrés et presque hors du temps, un moment de paix rare au milieu de la tourmente incessante. L'un des derniers cadeaux reçus par Bob étant une bague précieuse de la royauté éthiopienne contenant, dit-on dans les légendes familiales, des reliques authentiques du roi Salomon, un objet chargé de symbolisme rastafarien qu'il porta fièrement jusqu'à son dernier souffle faible. Pendant leur dernière semaine ensemble, Rita lui lavait les cheveux avec une tendresse infinie, lui parlait doucement pour apaiser son esprit affaibli et tourmenté, et l'entourait de musique douce, réconfortante et de prières ferventes qui emplissaient la chambre d'une aura divine et apaisante. Elle décrira plus tard la mort de Bob comme une chute brutale et inattendue, la perte soudaine et dévastatrice de sa force vitale, de son homme, de son premier amour véritable qui avait illuminé sa jeunesse et donné un sens à sa vie. Mais elle ne s'effondra pas complètement, refusant catégoriquement de laisser le chagrin immense la submerger ou la définir. Après sa mort prématurée, Rita devint la gardienne vigilante, déterminée et infatigable de son héritage vaste et précieux, prenant les rênes de Tuff Gong Studio avec une détermination farouche et une vision claire, gérant sa succession complexe et multidimensionnelle, et affrontant de nombreux défis juridiques, financiers et personnels avec une résilience silencieuse qui forçait l'admiration et le respect même de ses détracteurs. Les critiques doutaient d'elle ouvertement et sans ménagement, des membres de la famille élargie la contestaient avec véhémence et parfois mesquinerie, mais Rita resta ferme comme un roc ancien, toujours guidée par la conviction profonde qu'elle n'était pas simplement la veuve éplorée de Bob, mais qu'elle restait sa partenaire à part entière, même dans l'au-delà spirituel. Elle poursuivit sa propre carrière musicale avec passion renouvelée et authenticité, sortant des albums nommés aux Grammy Awards qui mettaient en lumière sa voix puissante, émouvante et son talent propre et distinct, et fonda la Rita Marley Foundation qui œuvre inlassablement et avec impact réel pour la réduction de la pauvreté endémique, l'émancipation des femmes opprimées et l'éducation des enfants en Jamaïque et au Ghana, transformant son activisme concret et sa philanthropie généreuse en prolongement naturel et logique de la vie qu'elle avait partagé intensément avec Bob. Sans elle, disait son fils Iggy avec une gratitude évidente et sincère, rien de tout cela ne se serait produit de cette manière, la carrière de mon père ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, un empire culturel et commercial qui continue de rayonner à travers le monde. Aujourd'hui, à la retraite bien méritée à Miami, entourée de petits-enfants affectueux qui l'appellent tendrement Nana Rita, elle reste la colonne vertébrale invisible mais essentielle de la dynastie Marley. Même dans le silence relatif de ses vieux jours, son influence est indéniable, pervasive et éternelle. Sa voix résonne encore avec force dans les harmonies riches et légères des Itri, son empreinte est gravée de manière indélébile et permanente dans les archives historiques de Tuff Gong, et son esprit vit éternellement, immortel, dans chaque parole émouvante et réconfortante de No Woman No Cry, cette ballade iconique qui parle de résilience face à l'adversité insurmontable. Une vie libre, inspirée et exemplaire qu'ils avaient construite ensemble, malgré toutes les tempêtes et les trahisons. Ils avaient construit, aux yeux du monde extérieur et des médias, ce qui semblait être le portrait idyllique d'une famille parfaite, remplie de musique qui unissait les générations par des liens invisibles, d'enfants joyeux et talentueux qui grandissaient dans un environnement créatif, stimulant et imprégné d'idéaux élevés, et d'idéaux partagés qui donnaient l'illusion convaincante d'un amour indestructible, monogame et exemplaire. Mais en réalité profonde et cachée, la monogamie était totalement étrangère, incompatible et même contraire au mode de vie quotidien et aux croyances spirituelles profondes et non négociables de Bob Marley, un homme qui vivait selon les principes rastafariens sans aucun compromis ou concession. En tant que rastafarien dévoué corps, âme et esprit, il considérait les enfants comme des dons divins directs et purs de Jah, des bénédictions sacrées et abondantes qui ne devaient en aucun cas être limitées ou restreintes par des contraintes humaines artificielles comme la contraception moderne ou la fidélité exclusive à une seule partenaire. La retenue sexuelle n'était pas une pratique qu'il suivait, envisageait ou même respectait, voyant au contraire la procréation multiple et libre comme un acte sacré, divin et abondant qui enrichissait le monde. Les enfants c'est merveilleux, disait Bob avec un sourire espiègle et une conviction absolue. Il n'en faut pas beaucoup, tu sais, juste une gentille fille qui ne prend pas de contraceptif. Une remarque qui n'était pas lancée en l'air pour choquer ou provoquer, mais qui reflétait une philosophie de vie entière, cohérente et profondément ancrée, une conviction ferme que plus il y avait d'enfants portant son sang et son esprit, plus son héritage spirituel, génétique et culturel se répandrait à travers le monde comme une semence fertile. Au cours de sa vie relativement courte mais intensément vécue, Bob a officiellement reconnu au moins 11 enfants issus de cette femme différente et distincte, bien que certaines sources fiables, documentées et proches de la famille avancent que le chiffre réel pourrait être bien plus élevé, avec des rumeurs persistantes et crédibles d'enfants non reconnus ou oubliés dans différentes régions du monde, des fruits de passage fugaces, passionnés mais éphémères lors de tournées internationales. Épuisantes. Sa musique prêchait avec ferveur la fidélité à la vérité absolue, à l'esprit libre et libéré, à Jah le Tout-Puissant, mais en amour charnel et relationnel,
Bob était dispersé comme le vent libre, sans attache exclusive ou contrainte. Pendant son mariage officiel avec Rita, les aventures ne furent pas de simples écarts ponctuels, discrets ou cachés dans l'ombre pour préserver les apparences, mais des relations parallèles durables, souvent publiques et assumées, qui se chevauchaient dans le temps sans la moindre gêne apparente ou remords visible. Certains de ces enfants naquirent à quelques jours d'intervalle seulement, soulignant l'intensité frénétique et presque insatiable de cette vie. Amoureuse, foisonnante et non conventionnelle. En mai, il accueillit avec joie Robert Marley le 16 puis Rohan Marley 3 jours plus tard le 19, chacun avec une mère différente et séparée, leur naissance survenant moins d'un mois après celle de Stephen Marley, le fils biologique direct de Rita. Ce chevauchement temporel n'était pas un hasard malencontreux ou regrettable, mais le reflet direct et honnête du désir infatigable, presque obsessionnel de Bob de bâtir un héritage vaste, multiple et durable à travers ses enfants, quel qu'en soit le prix émotionnel exorbitant, dévastateur et parfois insurmontable pour Rita, qui devait composer quotidiennement avec cette réalité complexe et douloureuse. Rita, qui était déjà mère d'une fille nommée Sharon issue d'une précédente relation que Bob adopta avec amour et responsabilité dès le début de leur union, allait élever non seulement ses propres enfants biologiques avec Bob, mais aussi plusieurs de ceux nés d'autres femmes, les intégrant pleinement dans son foyer comme s'ils étaient les siens par le sang. Elle éleva ainsi Julian, Karen et Robbie aux côtés de ses enfants légitimes, créant une famille élargie, inclusive où les liens de sang se mélangeaient harmonieusement aux liens du cœur et de l'éducation. Dans son livre autobiographique No Woman No Cry My Life with Bob Marley, Rita confie avec une honnêteté brutale, sans filtre et émouvante qu'elle refusait souvent les rapports sexuels intimes avec Bob de peur qu'il ne couche avec d'autres femmes sans protection adéquate, transmettant potentiellement des maladies graves ou créant encore plus d'enfants hors de leur union principale. Son refus catégorique n'était pas du rejet pur, simple ou égoïste, mais une manifestation claire de peur profonde, viscérale et d'épuisement total face à cette vie chaotique, imprévisible et émotionnellement drainante. Comme on dit, tu serres les dents et tu tiens bon, déclara-t-elle un jour lors d'une interview franche à BBC Caribéan. C'est exactement ce que j'ai dû faire parce que j'étais tellement amoureuse de cet homme, un amour qui l'alliait malgré toutes les douleurs. Mais le poids émotionnel était énorme, écrasant et incessant, Rita devant élever des enfants nés d'infidélité flagrante et publique, vivre avec le fait incontestable que d'autres femmes portaient les enfants de son mari en son absence prolongée, et maintenir une façade impeccable, souriante et unie en public pour préserver l'image idéale de la famille Marley aux yeux du monde. Elle admit plus tard, avec une vulnérabilité touchante, que la jalousie la tourmentait souvent comme un poison lent et insidieux, la rongeant de l'intérieur jour après jour, mais elle n'est jamais partie, choisissant résolument de rester par conviction spirituelle profonde et inébranlable. Elle voyait leur lien comme spirituel, désigné par Dieu lui-même dans sa sagesse infinie. Dieu nous a unis, disait-elle avec ferveur et certitude. Avec le temps qui passe et les épreuves qui s'accumulent, elle se vit comme bien plus qu'une épouse traditionnelle ou conventionnelle, devenant sa protectrice farouche contre les dangers extérieurs, son ancrage solide dans la tempête constante. Je suis devenue comme sa sœur, sa mère et son ange gardien, a-t-elle déclaré un jour, résumant parfaitement cette évolution complexe, multidimensionnelle et profondément humaine de leur relation. L'une des liaisons les plus publiques, les plus médiatisées et les plus scrutées de Bob fut sans doute avec Cindy Breakspeare, une beauté jamaïcaine à la peau claire, élégante et captivante qui avait remporté le titre prestigieux de Miss Monde en 1976, une relation impossible à dissimuler ou à minimiser qui s'étalait en une page complète dans la presse jamaïcaine sensationnaliste et mettait encore plus de pression intense sur un mariage déjà fragilisé par les années d'usure et de défis. Cindy donna naissance à Damian Marley, aujourd'hui connu mondialement sous le nom de Junior Gong, l'un des héritiers musicaux les plus célèbres, talentueux et influents de Bob, un artiste accompli qui perpétue le legs familial avec brio, innovation et succès commercial. Cindy se souvient avec émotion du poids social immense et parfois écrasant qu'impliquait sa relation ouverte avec un rastafarien dévoué et iconoclaste alors qu'elle venait elle-même d'un milieu privilégié, aisé et conservateur de Kingston. C'était un peu effrayant au début, disait-elle, mais ça changerait ma vie à jamais de manière irréversible, et ce fut effectivement le cas, la propulsant dans l'œil du public pour toujours et l'alliant éternellement à la légende Marley. Cindy n'était pas seule dans ce cercle intime et complexe, d'autres femmes comme Janet Hunt, Lucy Pounder, Anita Belnavi, Janet Bowen et Pat Williams ont également eu des enfants avec Bob au fil des ans, certaines comme Anita Belnavi étant célèbres à leur manière propre, championne accomplie et respectée de tennis de table sur la scène nationale, d'autres restant largement hors des projecteurs médiatiques pour préserver leur privacy et leur tranquillité. Ce qu'elles avaient tout en commun, sans exception, c'était d'avoir porté l'enfant d'un homme émotionnellement absent la plupart du temps en raison de ses engagements incessants, souvent indisponible physiquement en raison de ses tournées mondiales épuisantes et de ses obligations artistiques, et partagé entre plusieurs femmes simultanément sans hiérarchie claire. Elles n'ont pas seulement porté des enfants dans leur ventre pendant 9 mois, elles ont porté le fardeau lourd, incessant et parfois insurmontable d'un lien profond avec un homme qu'elles ne pourraient jamais avoir pour elles seules exclusivement, un amour fragmenté, divisé et donc dilué qui laissait des cicatrices émotionnelles durables. Certains enfants furent accueillis chaleureusement et intégrés dans la maison des Marley sur Oprod, participant à la vie quotidienne animée avec Rita comme figure maternelle centrale, stable et aimante.
D'autres restèrent à l'écart géographiquement et émotionnellement, grandissant dans des foyers séparés, loin du noyau familial principal et de ses dynamiques uniques. L'un des cas les plus déchirants et les plus tragiques fut sans doute celui de Makeda Janesta Marley. Née quelques semaines seulement après la mort prématurée de Bob, sa mère Yvette Crichton fut l'une des dernières femmes à porter son enfant dans des circonstances difficiles, et Makeda grandit aux États-Unis, loin de ses demi-frères et sœurs biologiques, coupée de l'empire musical florissant, lucratif et du mythe grandiose, presque divin que le nom de son père était devenu au fil des ans, une séparation qui laissa des vides émotionnels profonds, des questions non résolues et des sentiments d'abandon. Malgré ce chaos familial apparent et parfois accablant, les enfants de Bob ont tous suivi leur propre voie unique et personnelle, traçant des chemins variés, diversifiés et souvent brillants dans la vie adulte. Ziggy, Stephen et Damian devinrent des artistes mondialement connus et respectés, dominant les charts internationaux avec leur reggae moderne, fusionné et innovant. Julian et Kimani firent leur nom dans le reggae traditionnel et le hip-hop contemporain, fusionnant les genres avec créativité et succès. D'autres se orientèrent vers les affaires lucratives et entrepreneuriales, le sport de haut niveau ou une vie privée discrète, éloignée des caméras intrusives. Mais la dynamique familiale n'a jamais été simple, harmonieuse ou exempte de conflits. Loin de là, certains frères et sœurs se connaissaient à peine durant leur enfance et adolescence, grandissant dans des mondes parallèles et séparés. Certains se sentaient plus proches émotionnellement de Rita que de leur propre mère biologique, la voyant comme la constante stable, aimante et fiable dans leur vie chaotique. D'autres se battirent intérieurement et extérieurement pour trouver leur place légitime dans une famille aussi vaste, célèbre, fragmentée et compétitive, luttant contre des sentiments profonds d'abandon, de jalousie ou de compétition fraternelle. En public, la marque Marley projetait une unité parfaite, irréprochable et inspirante, une coalition arc-en-ciel d'enfants souriant posant pour des photos de famille idéalisées, de collaborations musicales fluides, harmonieuses et de dommages communs qui semblaient les unir indéfectiblement. Mais en privé, derrière les portes closes, les fissures persistaient comme des failles profondes dans la roche solide. Derrière chaque photo de famille idyllique et posée se cachait une histoire complexe de douleurs sourdes, de jalousie refoulée, de confusion identitaire et de luttes internes. Le monde extérieur voyait One Love chanter avec ferveur et conviction sur scène, mais ceux à l'intérieur du cercle intime Marley connaissaient intimement et douloureusement le prix élevé, parfois exorbitant de cette vision idéalisée et utopique. Bob chantait la paix universelle, l'harmonie et l'unité avec une passion contagieuse sur scène, mais sa vie amoureuse personnelle semait la guerre, la discorde et la souffrance dans les cœurs de ses proches les plus chers, créant des divisions qui duraient des années, voire des décennies. Et pourtant, contre vent et marée, ils ont tenu bon collectivement comme une famille résiliente. Rita a tenu bon avec une force surhumaine et une détermination inébranlable. Les enfants aujourd'hui adultes portent son nom avec une fierté mêlée de douleurs complexes, honorant le legs paternel tout en portant les cicatrices invisibles mais profondes. Le monde vénère toujours Bob Marley comme un prophète inspiré par Jah, un messie musical envoyé pour guérir les nations divisées, un symbole éternel d'espoir pour les opprimés et les marginalisés du monde entier. Mais derrière l'icône polie, sanctifiée et presque divine se cachait un homme plein de contradictions flagrantes et humaines, fidèle à sa musique visionnaire et à sa vision spirituelle révolutionnaire, mais pas à son mariage exclusif, dévoué à sa famille élargie et multiple mais incapable de la contenir dans un cadre traditionnel sans causer des dommages collatéraux profonds et durables qui affectèrent des générations entières. Sa vie fut légendaire dans tous les sens du terme, épique et inspirante, mais non sans dommages collatéraux significatifs et parfois dévastateurs. Encore aujourd'hui, l'héritage des Marley est complexe, multidimensionnel et nuancé. C'est un héritage d'amour inconditionnel et abondant, oui, mais aussi de trahisons répétées et douloureuses, de résilience forgée dans le feu des épreuves, et de survie émotionnelle qui défie l'entendement humain ordinaire. Ils ont construit ce qui ressemblait à un portrait familial parfait pour le public avide d'idéal, mais ce qu'ils ont réellement vécu au quotidien était quelque chose de bien plus humain, imparfait dans ses failles évidentes, magnifique dans sa profondeur émotionnelle, et tragique dans ses sacrifices muets et nécessaires. La tempête juridique après sa mort prématurée, et même dans la mort il lui a laissé le cœur brisé à vif, ouvert et saignant. Lorsque Bob Marley décéda tragiquement le 11 mai 1981 à l'hôpital de Miami après un combat acharné, courageux mais finalement vain contre le cancer qui le rongeait, le monde entier pleura collectivement la perte d'un prophète musical irremplaçable, des millions de fans se rassemblant dans les rues pour honorer sa mémoire et chanter ses chansons. Mais pour Rita Marley, sa veuve officielle et légitime, la douleur allait bien au-delà de ce que le public pouvait percevoir, compatir ou même imaginer. Non seulement elle perdait son mari de longue date et partenaire créatif inséparable, mais elle se retrouvait plongée brutalement au cœur d'une tempête juridique, financière et émotionnelle qui durerait des décennies entières, ébranlant les fondations même de tout ce qu'ils avaient bâti ensemble avec tant d'efforts. Bob laissait derrière lui non seulement un empire musical en pleine expansion explosive et lucrative, avec des albums qui continuaient de se vendre par millions à travers le globe, mais aussi aucun testament rédigé, valide ou même esquissé, une absence délibérée qui allait déclencher un chaos légal sans précédent et profondément destructeur. Ce refus catégorique de Marley de rédiger un testament n'était pas un oubli négligent ou une erreur administrative, mais une conviction profonde, spirituelle et non négociable ancrée dans sa foi rastafarienne convaincue et absolue.
Il croyait fermement que parler de la mort ou planifier sa succession constituait une violation spirituelle grave, une invitation au négatif. Rédiger un testament, c'était en quelque sorte reconnaître la finalité de la mort physique et contredire la croyance en la vie éternelle. Pour les rastafariens dévoués, la mort est simplement une transformation, un passage vers une autre forme d'existence éternelle avec Jah. Ainsi, lorsqu'il mourut intestat, c'est la loi jamaïcaine rigide qui régla son patrimoine estimé à environ 30 millions de dollars à l'époque, une somme colossale et inimaginable pour l'époque. La loi accordait immédiatement 10% de la succession à la veuve, 45% à percevoir pendant sa vie restante et le reste à partager équitablement entre les enfants reconnus légalement. Mais la réalité fut loin d'être aussi simple, ordonnée ou juste. Bob Marley avait 11 enfants reconnus issus de cette femme différente et tous n'étaient pas légalement reconnus au moment de sa mort avec des paperasses complètes et irréfutables. Certains enfants comme Imani Carroll, prétendument sa première fille, n'ont jamais été officiellement reconnus par sa succession malgré des preuves anecdotiques et familiales. D'autres comme Makeda Janesta naquirent après sa mort et grandirent loin du cercle familial des Marley sans accès direct aux bénéfices financiers. En l'absence de documents légaux clairs, précis ou de directives testamentaires explicites, pratiquement tous les aspects de l'héritage de Bob étaient sujets à débats enflammés, contestations et litiges de la légitimité des héritiers à l'autorité de gestion de son image publique iconique et de ses droits d'auteur extrêmement lucratifs. La révélation la plus explosive et choquante survint peu après la mort de Bob lorsque Rita Marley, désespérée à l'idée de conserver le contrôle absolu sur l'héritage de son mari et de protéger la famille, aurait falsifié sa signature sur plusieurs documents juridiques clés avec l'aide complice et intéressée de l'avocat de Bob David Steinberg. Ces papiers falsifiés visaient à transférer des droits d'édition précieux, des parts commerciales et des actifs à son nom personnel pour sécuriser l'avenir financier. Mais le stratagème fut rapidement découvert par des audits indépendants et des enquêtes approfondies. Lorsque la fraude fut révélée au grand jour, les tribunaux jamaïcains destituèrent Rita de son rôle de fiduciaire et soumirent l'ensemble de la succession à une révision judiciaire complète, minutieuse et impitoyable. Cette trahison perçue comme telle brisa la confiance déjà fragile au sein de la famille Marley et jeta une ombre durable, indélébile et controversée sur l'image publique de Rita qui passa soudainement de gardienne fidèle et dévouée à figure controversée et critiquée. Pendant ce temps, d'autres acteurs émergèrent du bois comme des opportunistes anciens membres du groupe, les Weller producteurs, comptables parents éloignés, chacun revendiquant une part du trésor Marley avec des arguments plus ou moins solides et documentés. Chris Blackwell, le patron visionnaire d'Island Records et l'homme qui avait propulsé Bob sur la scène internationale avec talent, se retrouvait dans une position délicate, ambivalente et souvent inconfortable si certains membres de la famille l'accusaient ouvertement de profiter de l'héritage de Bob à des fins lucratives personnelles, d'autres le considéraient comme le seul capable de naviguer le labyrinthe juridique complexe et commercial entourant le catalogue musical et la marque Marley avec expertise et intégrité. Au centre de tout ce chaos, il y avait les enfants Ziggy Stephen, Cedella Julian, Rohan Damian et d'autres, chacun devant faire face non seulement à la perte dévastatrice de leur père, mais aussi à une famille divisée par des rancunes accumulées, des intérêts divergents et des blessures anciennes. Beaucoup avaient grandi séparément dans des foyers différents, dans des contextes socio-économiques très variés, allant de la pauvreté extrême à l'aisance relative. L'absence de testament obligea la famille à prouver les liens de filiation via des déclarations sous serment solennel, légales et dans certains cas des tests ADN modernes et concluants qui confirmèrent ou infirmèrent des paternités douteuses. Des dizaines d'individus en Jamaïque et dans la diaspora africaine ont affirmé être des enfants de Bob Marley avec des histoires touchantes, convaincantes ou douteuses, ouvrant la voie aux opportunistes, aux marchandises contrefaites vendues illégalement sur les marchés et à une série de procès interminables, coûteux sur les droits à l'image publique et les redevances substantielles et récurrentes. Il eut aussi les droits musicaux au cœur des batailles féroces. Le catalogue de Bob Marley continuait de générer des millions de revenus chaque année, des sommes convoitées non seulement par sa famille directe, mais aussi par d'anciens musiciens, collaborateurs et producteurs qui réclamaient leur part légitime ou perçue. Les litiges sur les crédits de composition précis, les parts d'édition détaillées et les droits de tournée épuisants menèrent à des procès en Jamaïque, au Royaume-Uni et aux États-Unis traînant en longueur pendant des années. L'un des procès les plus amers et prolongés concerna la vente du catalogue musical de Marley. Rita et ses enfants s'opposèrent farouchement au prix de vente de 8,2 millions de dollars, estimant qu'ils sous-évaluaient grotesquement la vraie valeur intrinsèque de l'héritage de Bob. Ils portèrent l'affaire avec ténacité jusqu'au Conseil privé du Royaume-Uni et remportèrent une victoire significative et méritée, mais ce n'était pas seulement l'argent qu'ils recherchaient dans une solution créative et équitable. Island Records finança un plan permettant à chaque enfant Marley de recevoir un versement d'1 million de dollars à sa majorité, tout en laissant à la famille le contrôle principal et majoritaire du catalogue, un rare moment d'unité temporaire dans une famille souvent divisée par les intérêts financiers. Aujourd'hui, l'empire House of Marley ne se limite plus à la musique pure et originale, il s'étend aux casques audio haut de gamme de qualité, au cannabis légal et médical, aux vêtements lifestyle branchés et à des produits écologiques alignés sur les valeurs Rastafari de respect de la nature. Une grande partie de la marque est dirigée activement par les enfants de Bob, avec Ziggy, Cedella et Stephen en figure de proue visible et charismatique, mais en coulisses, les blessures de la guerre successorale sont encore présentes, vives et saignent parfois lors de désaccords. Certains enfants restent éloignés géographiquement,
émotionnellement et certains arrangements financiers ravivent des tensions dormantes et anciennes. Rita, désormais âgée de plus de 78 ans, ne gère plus activement l'héritage au jour le jour, mais reste sa matriarche spirituelle incontestée et respectée malgré les trahisons passées et les scandales publics. Elle a toujours parlé de Bob avec un respect profond, sincère et constant. Dans une interview mémorable et émouvante, elle a déclaré « Je ne me suis jamais vue comme sa veuve, je suis encore sa partenaire », une affirmation puissante qui résume sa vision éternelle, spirituelle de leur lien indissoluble. La valeur de la succession Marley dépasse aujourd'hui les 500 millions de dollars impressionnants. Bob Marley figure toujours sur la liste Forbes des célébrités décédées les mieux rémunérées, générant des dizaines de millions chaque année en royalties, merchandising et licences. Mais aucun montant d'argent, aussi élevé soit-il, ne peut effacer la douleur causée par des années de conflits intenses, les trahisons familiales, déchirantes, les batailles judiciaires, épuisantes, les liens familiaux brisés de manière irrémédiable et parfois définitive. Des décennies plus tard, l'héritage Marley reste hanté par le prix élevé d'un homme qui a refusé d'écrire un testament parfois pur. Ainsi, l'histoire de la fortune de Bob Marley ne parle pas seulement de musique inspirante, transcendante ou d'argent abondant, c'est une mise en garde sévère, un portrait vivant et nuancé de ce qui arrive quand la foi spirituelle se heurte violemment à la loi froide, impersonnel quand l'amour est mis à l'épreuve extrême par l'héritage matériel et quand la mort d'un homme devient un champ de bataille prolongé pour ceux qu'il a laissés derrière lui dans la confusion et le deuil. Au final, Bob Marley n'a pas seulement laissé un message de paix universelle, d'unité et d'amour, il a laissé une tempête émotionnelle qui continue de rugir et d'affecter les générations. Pendant des années, le monde a vu Bob Marley comme un prophète de paix inspiré, un révolutionnaire charismatique, un messie musical descendu pour unir les peuples divisés. Mais derrière les hymnes grandioses, les concerts légendaires et la légende polie, il y avait une femme silencieuse, constante, marquée par les épreuves innombrables. Rita Marley a enfin levé le voile sur sa vérité personnelle et ce qu'elle a révélé n'était pas seulement douloureux, c'était profondément humain dans toute sa complexité, ses contradictions et sa beauté. Et maintenant, à vous de répondre sur la chaîne Chronique Le Baz. Le refus de Bob Marley de s'engager auprès d'une seule femme était-il une conviction sacrée ancrée dans le rastafarisme ou simplement une excuse habile pour justifier ses excès personnels? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires détaillés. Et si cette histoire vous a touché profondément, n'oubliez pas d'aimer, de partager largement et de vous abonner à Chronique Le Baz, car derrière chaque icône, il y a souvent une vérité cachée qu'on n'a jamais pris le temps de questionner jusqu'à aujourd'hui sur Chronique Le Baz.